Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. C'est le buzz de Real City! Ça sent le succès. Bonsoir tout le monde, bienvenue à mes amis Mireille Rose a.k.a. Lady Rose. J'espère que vous allez super bien ce soir. Je fais déjà un salut à toutes les gens qui nous écoutent en direct sur luxmedia.info. N'oubliez pas de vous abonner, c'est extrêmement important. Donc, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, je ne suis pas scientifique. Les informations que je vais vous partager, c'est vraiment à vous de les valider, mais je fais quand même une excellente recherche. J'aimerais vous dire le grand titre cette semaine, c'est le mois de l'histoire des Noirs avec le président, M. Michael Farkas, qui va venir en deuxième partie avec nous après les actualités courantes. Donc, disclaimer, je l'ai déjà fait. Je veux vraiment que vous partager l'information, c'est extrêmement important. Donc, je vous invite à prendre dans votre browser le lien de l'émission présentement. Allez le mettre maintenant sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, peu importe. Tous les médias sociaux, on veut vraiment nous assurer qu'on a une belle audience pour cette émission. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, les amis. C'est quand même assez important qu'est-ce qui se passe présentement au Québec concernant l'identité numérique. Vous savez que les gouvernements de quasiment toute la planète veulent tout simplement commencer à identifier chaque membre de leur population sans notre consentement, sans nous avoir demandé, même faire un poll pour nous demander oui ou non si on était vraiment intéressé à embarquer dans toute cette technologie qui va nous empêcher dans l'éventualité de peut-être même aller magasiner parce que tu n'as pas fait ceci ou tu n'as pas fait cela. Ça s'en va vers ça. Donc, l'article que j'ai pour vous, c'est l'identité numérique de la CAQ, interpellé par son manque de transparence. Donc, je lis l'article pour vous. Grosso modo, ça dit que le gouvernement est incapable de livrer la marchandise tout en assurant la protection des données des Québécois, dont la réalisation de son projet d'identité numérique qui persiste, dans le fond, les oppositions qui réclament une consultation publique. En 2019, le ministre Éric Kerr avait annoncé, je me souviens très bien de cette annonce-là, qu'il voulait vraiment faire une identité numérique pour 2021 et jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été fait du tout. Donc, alors qu'il semble même avoir du mal à respecter la loi sur la protection de renseignements personnel pour chacun d'entre nous ici, all right? Donc, les Québécois et les Québécoises sont en droit de se demander s'il sait où il s'en va et a déclaré le ministre du Parti solidaire, M. Haroun Bouazi, qui a été élu dans la circonscription de Maurice Richard le 3 octobre dernier. Donc, l'article continue à dire que le bureau parlementaire dévoilait que le projet phare du ministre Éric Kerr, l'identité numérique, a du plomb dans l'aile. Selon nos informations, le manque de transparence du ministre Éric Kerr bloque son projet pour les citoyens car il est incapable de garantir que son projet, dans le fond, que nos informations personnelles vont être respectées et que ça va être protégé pour nous. Moi, de mon côté, c'est ça que je disais au début, c'est que j'ai jamais demandé, moi, personnellement. Parce qu'un gouvernement qui décide pour toute une population à prendre nos données personnelles et de l'utiliser à bon escient tel que lui, il veut, moi, je n'ai pas donné mon consentement. Le gouvernement devrait déjà, pour moi, mettre sur son site, oui ou non, les gens qui sont intéressés à ça. Ça se peut que ça peut aider les gens qui ont de l'Alzheimer, qui ont des pertes de mémoire ou des gens qui ont des situations particulières. Il y en a qui vont peut-être aimer avoir l'identité, ce type d'informations-là pour les identifier. Je ne comprends pas pourquoi que c'est nécessaire de mon côté et c'est ça qui me fatigue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après 2 semaines, j'avais parlé de Fitzgabon qui avait, lui, vendu à profit nos données médicales au Big Pharma sans nous avoir rien demandé. Fait que je trouve ça absolument déplorable qu'un gouvernement
décident tout simplement de prendre nos informations et de faire qu'est-ce qu'ils veulent avec, tout simplement. Je crois qu'il y a même des lois, puis je crois que c'est même illégal. Donc, l'article continue à dire que pour cette raison, la CAI a refusé d'approuver la bonification de Clic Secure. Il s'agit du premier jalon du projet et Éric Kerr avait promis qu'il serait mis en service dès le mois de juin dernier, ce qui n'a pas été fait, bien évidemment, dans lequel, en toute sincérité, je suis extrêmement contente parce que je n'ai pas envie de me faire prendre comme un numéro, comme du bétail, tout simplement parce que le gouvernement veut avoir le contrôle et le pouvoir sur la population. On est des humains. On devrait être respectés dans notre intégrité et qu'est-ce qu'ils font présentement? Ça manque exactement de transparence, comme te dit l'article. Donc, je continue l'article qui dit « Considérant que ce projet va engloutir des centaines de millions, possiblement des milliards d'argent public, il est temps que le gouvernement demeure une commission parlementaire afin qu'on puisse enfin entendre l'ensemble des intervenants pertinents sur cet enjeu important et sensible. » Moi, c'est ça qui me fatigue, c'est que ces gens-là continuent toujours à utiliser notre argent à nous, chacun d'entre nous, la population, sans nous demander notre avis. Et je trouve que ça manque extrêmement de délicatesse de la part de ce gouvernement-là. Donc, les péquistes, de leur côté, estiment que ces révélations ne sont pas rassurantes. Le leader parlementaire de la formation, Pascal Bérubé, affirme que les manques de transparence de la CAQ est généralisé. Depuis 2018, ce gouvernement a des problèmes de transparence et sur l'accès à l'information. Depuis que la CAQ a vu naissance, il y a toujours eu un manque de transparence. Le leader François Legault, le chef du parti de la CAQ depuis le début, qui a commencé à faire campagne jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre, on voit qu'il y a une incohérence, on voit qu'il y a une mauvaise gestion, on voit même le 3 octobre dernier, il y a eu plein de fuites, de fraudes concernant les élections qui viennent de passer le 3 octobre. Donc moi, j'ai aucune confiance. Le premier ministre François Legault, si vous vous souvenez bien, quand il a quitté Air Transat, il n'a pas dit à aucun de ses partenaires qu'il allait acheter les actions avant qu'il ferme la compagnie. Et je trouve que ça manque de transparence. Donc, c'est pas hier que ça a commencé, le manque de transparence de la part du gouvernement de la CAQ. Donc, l'article dit comme ça, il va même jusqu'à demander l'abandon du projet du ministère de Éric Kerr et est incapable de respecter les règles de la CAI. Personnellement, pour moi, je sais que ces gens-là, ils sont en train de nous jouer un violon. Je sais que qu'est-ce qu'ils sont en train de dire présentement, oui, on veut tout arrêter, on veut tout abandonner. C'est juste, dans le fond, pour tempérer un petit peu la population parce qu'ils ne veulent pas que les gens commencent à envoyer des informations au ministère, à faire des pétitions, quoi que ce soit. Fait qu'ils sont en train de tempérer tranquillement l'information qu'ils sont en train de nous donner présentement. On vous dit, finalement, non, on le fera plus, cette affaire-là, mais Mike Mowers, vous allez voir, dans 2-3 mois, ils vont revenir pour dire comme ça, c'est obligatoire. Ils vont même passer une loi pour que l'identité numérique soit mise en place pour la communauté, la population québécoise. Donc, moi, je vous dis, c'est à vous de décider. Ce sont vos données, ce sont vos informations. Ne donnez pas votre consentement si vous ne voulez pas le donner, votre consentement, tout simplement, c'est tout. C'est vraiment à vous de voir. Donc, moi, de mon côté à moi, tout système de gouvernemental qui abuse de la population, qui abuse de son pouvoir, devrait être destitué tout bonnement. Ça, c'est mon opinion là-dessus. Deuxième article que j'ai pour vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de André Boisclair qui avait été accusé d'agression sexuelle il y a quelques années. Là, il avait demandé une libération conditionnelle qui a été refusée. Donc, comme vous voyez à l'écran, l'annonce est tombée comme un coup près. André Boisclair s'est fait refuser la libération conditionnelle au 6e de sa peine. L'ancien chef de Parti québécois restera donc derrière les barreaux. M. Boisclair a été condamné en juillet dernier à 2 ans moins 1 jour de prison pour agression sexuelle. La Commission des libérations conditionnelles a noté dans sa décision la gravité des agressions commises par André Boisclair. Elle a indiqué que les gestes posés sont intrusifs, violents et hautement
abusif. Parmi les autres éléments retenus, la commission a également rappelé son refus de participer à un programme spécialisé en délinquance sexuelle et qui lui avait pourtant été recommandé par son avocat. Selon Sylvie Bordelais, avocate spécialisée en droit carcéral, la commission doit trouver un équilibre entre l'incarcération et la réinsertion sociale. Elle doit aussi tenir compte de ce que l'on connaît de l'individu, a-t-elle expliqué en entrevue. Dans sa décision, elle retient le fait qu'au niveau des évaluations, la dernière en date de novembre 2021, ce qui raconte, dans le fond, ça fait pas trop longtemps. Moi, qu'est-ce qui me dérange dans cet article-là? C'est que André Boisclair a été vraiment accusé. Il lui-même a reconnu qu'il a commis de l'agression sexuelle. On est d'accord là-dessus. Pourquoi que ce monsieur-là ne veut pas suivre un programme de réinsertion sociale? Pourquoi? Parce qu'il se sent dans un niveau supérieur aux gens. Parce que ce sont des politiciens, parce qu'ils sont habitués d'avoir un certain pouvoir, un certain contrôle, que ce soit sur la population ou que ce soit sur un individu en particulier, ces gens-là croient qu'ils ne sont pas obligés de respecter la loi comme vous et moi, tout simplement, et ça ne tient pas la route. Ça ne tient tout simplement pas la route. Donc, personne n'est au-dessus de la loi. C'est à lui de respecter la vie privée des gens. Tu ne vas pas violer quelqu'un sans, et après ça, demander une peine plus courte ou un retour conditionnel sans que tu n'aies même pas fait l'effort de vouloir te réintégrer dans la société normalement. Ça ne tient pas la route pour moi. L'article continue à dire que trop sophistiqué pour la thérapie du groupe, selon son avocat. Selon Sylvie Bordelais, la commission doit tenir compte de ce que l'on connaît de l'individu dans sa décision. Donc, il dit comme ça, on peut lire dans la décision que M. Boisclair n'a jusqu'à présent aucun rapport disciplinaire pendant sa période d'incarcération, mais les commissions soulignent toutefois qu'il a reçu plusieurs notes négatives à son dossier dénonçant une attitude arrogante envers des agents de service correctionnel. Toujours dans le rapport, on peut lire aussi que l'agent, l'évaluateur de M. Boisclair a révélé des traits de caractère impulsifs et, au centre du personnel, rendant difficile, dans le fond, les échanges avec des liens de certaines composantes narcissiques. Les deux notes d'octobre 2022 mentionnent qu'André Boisclair a été à la limite de l'émission d'un rapport disciplinaire. Donc, rappelons que M. Boisclair avait été reconnu en juin 2022 avoir agressé sexuellement 2 hommes rencontrés en ligne dans son appartement de Montréal en janvier 2014 et en novembre 2015. L'ex-politicien avait alors plaidé coupable à un seul chef d'agression sexuelle avec la participation d'une autre personne dans un cas et avait plaidé coupable à un chef d'agression sexuelle dans le second. Fait qu'il a quand même été reconnu lui-même qu'il avait fait des actions contre 2 individus. Donc, ma réflexion va dans cette direction. Si tu as été reconnu coupable et qu'on essaye de te donner une façon de retourner dans la société et que tu ne veux pas adhérer parce que tu es narcissique, parce que tu te sens au-dessus de tout, bien, mon cher ami, reste en prison, la paix pour tout le monde. Il va y avoir d'autres hommes qui vont être protégés de ton agression sexuelle, c'est sûr et certain. Donc, je suis très... En tout cas, moi, de mon côté, reste en dedans, puis ça fait mon affaire que ce monsieur-là reste en dedans. Il y a aucun homme, aucune femme qui mérite d'être agressé comme ça. Peu importe c'est quoi les raisons. Mais le pire, c'est que lui, il a reconnu, mais il ne veut même pas faire l'effort pour une réintégration sociale. Pourtant, tous les hommes ou toutes les femmes qui ont commis ce même type de crime-là, ils sont dans l'obligation de le faire. Mais lui, parce que c'est un ancien politicien, parce que supposément il est reconnu, mais ce gars-là va toujours être reconnu, pas en tant qu'ex-politicien, mais en tant qu'agresseur sexuel. C'est ça maintenant qui va être son pédigré. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo dernièrement que j'ai vue, c'est
assez bouleversant. J'en reviens pas, c'est une voiture Tesla où ce que vous allez voir là, que le monsieur est en train de conduire. Il allait dans le fond se stationner et il a perdu le contrôle. On dirait que la voiture est vraiment partie toute seule. Le monsieur n'est pas en mesure de contrôler quoi que ce soit. Il y a eu quand même 2 morts et 3 blessés là-dedans. C'est grave, c'est arrivé en Chine. André, est-ce que tu mets la vidéo, s'il te plaît? Donc, vous voyez, il part ici tranquillement. Et regardez comment le curve se fait. Tu vois qu'il a perdu le contrôle de l'auto. Ça va à une vitesse. Regardez la vitesse, c'est absolument abracadabrant. Je suis complètement... Vous avez vu comment il y a... Voyez-vous ça? Il y a eu 2 morts là-dessus, là, 2 morts. C'est fou la vitesse. Regardez. Oh my God. J'en reviens même pas. J'en reviens même pas. Je crois pas qu'il ait été blessé, ce monsieur-là, mais il a quand même tué 2 hommes ou 2 femmes ou peu importe, et 3 blessés là-dedans. Fait que moi, je me dis, les voitures Tesla, les voitures électriques, là, puis en plus, ils veulent aussi en faire des voitures où ce que les gens n'auront plus besoin de conduire. Moi, c'est sûr et certain que j'embarque pas dans une voiture comme ça, c'est clair. C'est absolument... C'est fou, là. Le gars, il n'a pas été en mesure absolument pas de contrôler la voiture. D'après moi, je crois qu'il y a un outil électronique qui a pris le contrôle et le monsieur n'était pas en mesure de gérer ça parce que vous avez vu la vitesse et la rapidité, comment que ça allait. C'était absolument too much for me. Vraiment, vraiment too much. Maintenant, je reste toujours en Chine. On va parler de l'ingérence de la Chine dans les élections. C'est Pierre Poilievre là, qui exige des réponses de la part de Trudeau. Qui est présentement en Chine. Donc, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, réclame la création d'un comité chargé d'enquêter sur les tentatives d'ingérence de la Chine lors de la dernière élection fédérale et sur les mesures prises par le gouvernement Trudeau pour protéger la démocratie canadienne. Lors d'un point de presse dans une épicerie à Vancouver, Pierre Poilievre s'est dit très préoccupé par les révélations de Global News, voulant que la Chine tente secrètement d'influencer l'issue des élections du Canada et qu'elle aurait même mené une vaste campagne pour défaire des candidats comme anti-chinois dans les élections fédérales de 2018. All right? Donc, il dit comme ça que la chaîne d'information anglophone rapportait aussi que les services de renseignement canadiens avaient découvert la mise sur pied par Pékin d'un réseau clandestin qui finançait des candidats lors des récentes élections tenues au Canada. Selon Global News, la Chine a réalisé des transferts de fonds par l'intermédiaire d'un parlementaire et autres personnes à au moins 11 candidats lors d'élections fédérales, ainsi que des agents chinois travaillant pour leur campagne à partir de Pékin. Des informations qui surviennent quelques jours après l'annonce par les autorités fédérales, l'ouverture d'une enquête, dans le fond, qui existe. J'avais dit, il y a 2 ou 3 émissions, qu'il y a 3 stations de police qui sont à Toronto présentement, clandestinement parlant. Personne ne sait d'où ce que ça vient et ils n'ont aucune autorité d'avoir des stations de police sur un territoire souverain, sur un territoire canadien. On a des policiers, on a la SPVM, on a la GRC. On ne voit pas pourquoi que la police chinoise s'installe tout bonnement à Toronto sur des fausses excuses pour dire comme ça, oui, c'est pour aider nos compatriotes chinois de la Chine à avoir leur passeport, à avoir ci, à avoir ça. C'est pas vrai. On a découvert finalement, c'était vraiment pour forcer les Chinois à retourner en Chine tout simplement contre leur gré. Donc, moi, qu'est-ce qui me dérange dans ce genre de rapport-là, c'est que en 2014, Stephen Harper, j'en avais déjà parlé, a donné autorité sur la Constitution canadienne au Parti communiste chinois ou à la Chine, tout simplement, peu importe comment vous voulez le voir, sur notre Constitution. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment signé un traité
qui va jusqu'à 2045, jusqu'en 2045, que la Chine peut s'infiltrer dans nos lois canadiennes, dans la Constitution canadienne, sans que le Canada, le fédéral, peuvent dire quoi que ce soit. Jusqu'en 2045, faites vos recherches là-dessus, Stephen Harper, 2015, le traité signé avec la Chine, vous allez trouver l'information. Je ne suis pas en train d'inventer ça. Je suis complètement sidérée, bouche bée. C'est une trahison pour moi de la part de Stephen Harper d'avoir permis ce genre d'avoir signé ça. Ça ne tient pas la route. Et en plus, dans ce traité-là, il dit que s'ils doivent passer à la Cour, ils vont passer à la Cour, ils vont prendre une décision et après, le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien va pouvoir en parler dans ses médias. Je ne comprends pas que Stephen Harper a signé quelque chose comme ça. En tout cas, je vais continuer l'article. Il dit comme ça, tout simplement que, soutenant que le premier ministre Justin Trudeau était au courant depuis le mois de janvier de ces manœuvres d'ingérence, Pierre Poilievre s'est indigné de l'inertie du gouvernement face à ce menace. Il dit comme ça, Justin Trudeau doit expliquer pourquoi il savait et il n'a rien fait. Il faut comprendre aussi que Justin Trudeau est très communiste, il adore, il l'a avoué lui-même, il l'a dit dans des conférences que lui, vraiment, la dictature que la Chine emploie, c'est un exemple pour lui et que, bon, ça serait peut-être même intéressant de peut-être l'exploiter ici au Canada et on le voit présentement. Je n'ai jamais vu autant de choses qui arrivent par rapport à la Chine où il y a des stations de police, il y a des militaires qui viennent s'entraîner dans nos hivers de la Chine. Je vais parler d'un autre article tout à l'heure où c'est l'Hydro-Québec, il y a un espion supposément. Donc, tout ça fait en sorte que il y a une ingérence et une acceptation aussi de part et d'autre de la part du gouvernement fédéral parce que Trudeau est pro-communiste, tout simplement. Donc, l'article continue à dire, estimant qu'il est impératif que les Canadiens sachent que leur gouvernement fait pour enrayer cette menace, le chef conservateur a annoncé que son parti allait demander des réponses aux communes. Le Parti conservateur va convoquer une comité pour avoir une enquête sur les allégations publiées par le journal. Donc, Trudeau, lui, il dit de son côté, malheureusement, nous voyons des pays, des acteurs étatiques du monde entier, que ce soit la Chine ou d'autres, continuer à se livrer des jeux agressifs avec des institutions en démocratie. Moi, qu'est-ce qui me dérange là-dedans, c'est que la Chine s'ingère pas juste au Canada, pas juste en Afrique, il veut s'ingérer partout. Et chacun des pays, ce sont tous des pays souverains. Je ne vois pas pourquoi que la Chine veut absolument s'imposer, globalement parlant, sur la planète et venir imposer sa façon de vivre dans des pays souverains. C'est inacceptable. Et ces gouvernements-là, peu importe le gouvernement, que ce soit au Canada, que ce soit en Haïti, que ce soit en France, doit mettre un terme et d'arrêter de signer quoi que ce soit avec la Chine, n'importe quel traité avec la Chine, pour leur faire comprendre que qu'est-ce qu'ils font présentement, c'est illégal tout simplement. Tu ne peux pas venir dans un pays et imposer ta façon d'être. On va t'accueillir, on va te respecter, on va te donner tous les outils pour qu'il y ait une belle intégration, mais ne viens pas imposer ta façon de vivre dans un pays qui n'est pas le tien. C'est mon opinion là-dessus. Donc, Poilievre, il continue à dire comme ça il veut s'assurer d'avoir des garanties du gouvernement Trudeau pour s'assurer que ce genre d'approche soit complètement arrêtée. Donc, étant donné qu'on sait que Trudeau, présentement, est en Chine, il y a une tournée en Asie qui se fait présentement, il a promis, j'avais lu un article qui avait promis tout près de 300 millions de dollars à la Chine pour faire de la business, établir autant de la business du Canada en Chine et du Chine au Canada, pour établir de relations d'affaires. Tandis que, il n'y a pas longtemps, vous savez qu'il y a beaucoup
vraiment comment je pourrais dire, en Haïti, présentement, il y a beaucoup de gangs de rue qui font la misère à la population québécoise, surtout après le prix de l'essence qui a vraiment pris une escale absolument phénoménale. Donc, ils ont arrêté de subventionner, dans le fond, Haïti par rapport à l'essence. Ils ont donné 5 millions de dollars. 5 millions de dollars pour aider un petit peu à gérer la situation présentement en Haïti. Haïti, de leur côté, ils ont envoyé 12 millions de dollars pour acheter à peu près 15 ou 17 chars d'assaut pour aider la police haïtienne à maîtriser la situation. On parle d'un pays de troisième monde, OK, tiers-monde, et que le gouvernement canadien a été en mesure tout simplement d'envoyer 5 millions de dollars, tout simplement. Un pays qui n'a pas d'électricité, un pays qui n'a pas de nourriture, mais il est prêt à donner 330 millions de dollars à la Chine, où ce que tout est développé, tout va bien, l'économie va bien, les gens y mangent, il n'y a pas de pauvreté, les gens ne sont pas dans la rue, mais tandis qu'en Haïti, il va donner un petit 5 millions de dollars et en plus, les chars d'assaut qu'il a envoyés, les chars d'assaut étaient supposément, les radiateurs ne fonctionnaient pas. Bravo, bravo le gouvernement de Trudeau. Je trouve ça absolument... Moi, c'est un insulte. C'est un insulte la manière que la ministre Joly et le premier ministre Trudeau agit envers Haïti présentement, autant le Canada que les États-Unis. Je trouve ça déplorable. Surtout qu'il y a une communauté haïtienne assez importante à travers le Canada, surtout à Montréal et au Québec, qui contribue dans notre économie. Je trouve que c'est déplacé la façon qui agit avec le Québec. Fait que pour moi, le hashtag Justin Trudeau must go, là, utilisez-les, c'est super important. Donc, comme vous savez, les lois, les mesures de sanitaires présentement en Chine sont les plus sévères sur la planète. Les mesures coercitives comme ça dépasse l'entendement. Et on sait que le peuple chinois est très soumis. À peine s'ils vont tousser, là, éternuer par rapport à ce que le Parti communiste chinois qui règne sur la Chine présentement. Mais il y a une vidéo qui est sortie dernièrement, André peut le placer, où ce qu'on montre la Chine qui est vraiment... ils ont brisé des barricades. C'est absolument exceptionnel pour moi de mon côté de voir ça. Je trouve ça brillant de voir les Chinois se lever finalement pour dire non, enough is enough. On en a assez de ce qui se passe présentement. Bon, c'est sûr et certain que Xi Jinping, le président en Chine, est au sommet avec Trudeau, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver quand il va être de retour, mais ça fait du bien de voir les Chinois se lever. Je trouve ça exceptionnel. Si la Chine se lève, là, si les Chinois se lèvent, je crois que tous les gouvernements vont trembler et la population mondiale va se lever contre toutes les mesures liberticides de chacun de ces gouvernements-là dans chaque pays. Je trouve ça absolument brillant. Oui, il faut que je donne un petit coup de cloche à la Chine, du moins à la population chinoise, ça c'est sûr et certain. Donc, je reste toujours, mais je reviens au Québec, mais c'est toujours par rapport à la Chine. Il y a eu des accusations d'espionnage contre un employé d'Hydro-Québec. Il y a une enquête de la GRC qui a été menée à l'arrestation et à l'accusation de Yusheng Wang, 35 ans, de Candiac, alors qu'il avait été à l'emploi d'Hydro-Québec. Il est allégué que M. Wang aurait obtenu des secrets industriels avec l'intention de faire profiter la République populaire de la Chine au détriment des intérêts économiques du Canada. Donc, supposément, il a été accusé pour 4 chefs d'accusation: l'obtention de secrets industriels, l'utilisation non autorisée d'ordinateurs, la fraude pour avoir obtenu des secrets industriels et abus de confiance par un fonctionnaire public. L'article dit comme ça que M. Wang, âgé de 35 ans, a comparu lundi qui vient de passer devant la Cour du Québec à Longueuil par vidéoconférence depuis le quartier général de la GRC à Montréal avec l'aide d'un traducteur. Je ne comprends pas pourquoi avec l'aide d'un traducteur quand il a travaillé au Québec.
quand il a travaillé à Hydro-Québec. Il n'y avait pas un traducteur avec lui quand il travaillait à Hydro-Québec. Là, je ne vois pas la logique de ça du tout. Ce résident de Candiac au Québec a été accusé d'avoir obtenu un secret commercial au profit de la République populaire de Chine. C'est la première fois au Canada qu'une personne est accusée d'espionnage économique en vertu de la loi sur la protection de l'information. M. Wang a également été accusé de 3 infractions que je vous ai nommées déjà du Code criminel. Donc, la couronne fédérale s'est opposée à la libération sous caution dans le dossier de M. Wang, craignant qu'il ne soit un risque de partir, de retourner en Chine, bien évidemment. L'affaire a été reportée à vendredi qui s'en vient, date à laquelle davantage de preuves seront divulguées et lorsque les parties discuteront de la planification d'une audience de libération sous caution. Je trouve ça absolument, c'est un film d'Hollywood quasiment, ça tient juste pas la route, là. Le service public d'électricité du Québec a déclaré que M. Wang était un chercheur qui a travaillé avec les matériaux de batterie avec le Centre d'excellence de électrification des transports en stockage d'énergie, connu sous le nom de CETEES. Je vous invite de faire vos recherches là-dessus. Je suis fatiguée, je suis tannée de toutes les attaques que la Chine font présentement avec gratuité pour qu'ils soient en première instance sur le marché international. Je crois que ces gens-là veulent absolument que le yen remplace le dollar américain adossé à l'or pour que tous les pays de la Terre vraiment soient sous l'emprise de la Chine. Le Parti communiste chinois, comme on sait, s'infiltre partout dans les gouvernements souverains. Et pour moi, ça n'a pas sa place. Ça doit absolument cesser. Surtout que, on le sait tous, les produits de la Chine, ce n'est pas vraiment des bons produits de qualité. Tout est cheap, tout est fait super fast, tout est fait vraiment avec médiocrité. Je ne vois pas pourquoi il y a des associations à ce point-là dans les autres gouvernements où ils viennent copier tout ce qui vient de l'Occident et après ça, ils le font et le revendent à 10 cents et nous le revendent encore ici. Je comprends juste pas la logique. J'espère tout simplement que Trudeau, dans sa démarche présentement, va vraiment en Asie, va parler à Xi Jinping et vraiment arrêter et surtout couper le traité qui va jusqu'en 2045 que Stephen Harper, le traître, a mis sur place. Je pourrais pas terminer l'émission, dans le fond, la première partie des actualités sans parler de Donald Trump, bien évidemment, qui a dit hier sa candidature à l'investiture de la républicaine. Donc, je vous lis à peu près 2 lignes. Après ça, je vais faire... Dans le fond, c'est la traduction de la vidéo que André va mettre tantôt. Donc, Donald Trump s'est lancé mardi dans la course pour la Maison-Blanche, engageant une campagne qui promet d'être sans merci dans son camp républicain, meurtri et divisé par la déception des récentes élections. Bon, ça, pour moi, c'est une autre paire de manches. Il dit comme ça que j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle, a déclaré l'ancien président de 76 ans sous une tonnerre d'applaudissements des militants réunis dans la grande salle de réception de sa luxueuse résidence à Mar-a-Lago, en Floride. Promettant une Amérique de retour, Donald Trump a adressé un tableau idyllique de son premier mandat, évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. Donc, je vais demander à André de mettre la vidéo. Dans le fond, grosso modo, c'est qu'est-ce que je viens de vous résumer. C'est à peu près 1 minute et demie à peu près. Ah, je ne l'ai pas, cette vidéo-là. Tu l'as pas, la vidéo? Non. OK, c'est là, OK, parfait. C'est trop loin à downloader, j'ai pas le temps. Ah, OK, parfait, excellent. Fait que je continue l'article qui dit tout simplement... Sans voir la vidéo, vous allez juste taper tout simplement sur Rumble, investiture de Donald Trump, vous allez trouver. Donc, il dit tout simplement, à l'inverse, l'ancien chef de l'État, abhorrant sa traditionnelle cravate rouge, n'a pas eu de mots assez dur pour dénoncer le bilan de son successeur, le démocrate Joe Biden, un pays plongé dans la violence et la criminalité, où la flambée des prix étrangle et menace les Américains, où des millions de clandestins traversent la frontière avec le Mexique, s'est-il indigné devant sa rangée de drapeaux américains. Donc, grosso modo, moi, je suis très contente. Je suis très fière que Donald Trump revienne parce que quand il était
président, il n'y a pas eu de guerre. Dans tous les présidents qui étaient là avant lui, il n'y a jamais eu de guerre sous sa gouvernance. Il n'a pas imposé les masses ou le vaccin. Les gens pouvaient le faire et décider par eux-mêmes s'ils voulaient. L'économie a toujours été meilleure. On a eu un président afro-américain, Barack Obama, qui a absolument rien fait pour la communauté afro-américaine, tandis que lui, il a donné de l'emploi autant aux Mexicains, autant aux Afro-Américains. Moi, je salue son travail, puis j'espère vraiment qui va rentrer en 2024. Donc, mes chers amis de mes amis, c'est qu'est-ce que j'avais pour vous comme actualité pour cette première partie. Donc, après la pause, André va mettre une petite vidéo, ça ne serait pas très long. Je vais inviter M. Michael Farkas, président du mois de l'Histoire de Noir, à nous rejoindre. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition, la 31e édition du mois de l'Histoire des Noirs, qui se présente sous le thème « D'honorer son passé, inspirer le futur ». Nous sommes très fiers d'avoir encore un grand cru de lauréats-lauréates à vous présenter cette année, aussi d'autres personnes qui se sont réellement démarquées depuis l'année passée, si on peut dire, et on sait que ça n'a pas été facile pour tant de gens. Alors, on vous souhaite tous un très bon mois, et puis venez apprendre, venez vous régaler auprès de l'Histoire des Noirs et de toutes ces belles activités qui s'écouleront en février 2022. Bonjour tout le monde, bienvenue à Mes Amis. Je suis extrêmement heureuse d'avoir le président du mois de l'Histoire de Noir, Michael Farkas, est avec nous en studio. Comment ça va, Michael? Bonjour, ça va pas pire, ça va pas pire. C'est la première journée de neige à Montréal, alors c'est une bonne bordée de neige aujourd'hui. Exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment apprécié. On a vu un petit peu une vidéo où tu parlais, toi en tant que président. J'aimerais savoir, dans le fond, c'est qui est Michael Farkas? Comment tu es arrivé pour être le président du mois de l'Histoire de Noir? Juste nous donner un petit peu ton pédigree, s'il te plaît. Bien, j'ai toujours un intérêt pour l'histoire de façon générale. Puis on s'entend que l'histoire des Noirs, il y a comme beaucoup à déterrer, il y a beaucoup à rechercher parce que ça a été toujours mis de côté, marginalisé, puis souvent... personne ne connaissait beaucoup l'histoire des Noirs. Alors, je suis très fier de pouvoir collaborer avec les autres de notre équipe pour y donner ces lettres de noblesse, pour y donner la promotion, pour y donner finalement une partie de l'histoire qui est très importante pour l'humanité, puis qui a été mis de côté. Alors, pour toutes ces raisons-là, puis ça continue, même quand je ne serai plus à la table. Moi, l'histoire, c'est essentiel pour moi. L'histoire des Noirs, c'est primordial. Et puis, ça a été trop longtemps occulté, ça a été trop longtemps mis de côté. Alors, il est temps. Excellent. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à accepter l'invitation d'être président du mois d'Histoire des Noirs? Ah, c'est arrivé un peu de façon comment je te dis, organique, si je peux dire, dans le sens que je n'étais pas tout de suite président. Je suis d'abord en 2001, ça remonte à longtemps. Je suis embarqué sur la table. C'était Mme Elizabeth Denville qui était la présidente, avec d'autres membres aussi. Moi, j'ai été nommé, j'ai pu accéder comme administrateur dans les premières années. Je suis devenu secrétaire. Pour ensuite, il y a comme eu un raz de marée. Beaucoup de gens sont partis. Puis moi, je suis resté avec la nouvelle équipe. Pourquoi que les gens sont partis? Bien, ils avaient fait leur temps. Il y en avait certains qui avaient fait leur temps. Ils voulaient passer à autre chose. Il faudra leur demander. Mais moi, je suis resté. Puis à ce moment-là, c'est comme, je veux dire,
je veux dire, avec plaisir, j'ai accepté, mais on m'a aussi choisi comme président, surtout à cause de la langue, des deux langues. OK, La maîtrise des deux langues, vu qu'on connaît quand même la réalité québécoise, montréalaise en ce qui concerne les Noirs. Il faudrait même en parler 3 ou 4 parfois, le créole puis l'espagnol, que je ne parle pas. Mais déjà d'avoir l'anglais et le français, ça facilitait les communications de part et d'autre. Excellent, mon cher. Puis c'est quoi exactement la mission et les objectifs du mois d'Histoire des Noirs au point de vue de la communauté en général et aussi pour... Bien, justement, ça a été une belle démarche depuis quelques années, dans le sens que de faire la promotion. Notre mission, principalement, c'est de faire la promotion des contributions des Noirs ici au Québec principalement. Bravo. Mais vu que le Québec et Montréal est connecté au reste du monde entier, est connecté aux Antilles, est connecté aux États-Unis, connecté à l'Afrique, ça fait un maudit beau... Excusez-moi de mon terme. Non, c'est correct, ça fait un beau melting pot. Sois à l'aise, sois toi-même, OK? Ici, là, c'est correct. D'accord. Ça fait un beau melting pot d'idées et finalement de vécu, puis qu'on puisse voir que les histoires d'Haïti touchent le Québec à certains moments donnés précis, tout au long du développement colonial, des empires européens qui sont venus ici, etc. Tout est finalement entremêlé et que finalement, encore une fois, que l'histoire des Noirs telle qu'elle est toujours... C'est pas important. C'est ce que les Blancs arrivent dans un pays, ils l'occupent, ils le développent. C'est eux autres qui ils veulent s'imposer, ils s'imposent par le fait même que souvent l'argent, ils ont le gros bout du bâton, ont des intérêts et souvent on fait les frais. Alors, de connaître mieux ces gens-là qui ont quand même, que c'est nous, là, dans tous ces pays, dans les Antilles, aux États-Unis, qui ont relevé le défi on parle d'esclavage, on parle de temps de serviteurs, payés très, très mincement, même au début de la colonie, dont on a fait partie. En tout cas, tous ces gens-là ont bâti quelque chose qui sert encore aujourd'hui. Alors, c'est pas assez connu. Alors, notre travail, c'est plutôt de rehausser ce côté-là, de dire, non, regardez, les Noirs ont fait ceci, on fait cela, ont participé à l'éducation de nos pays, de nos villes, on laissé des coutumes, des mœurs. On parle d'invention. Exactement. Beaucoup d'inventions qui sont très cachées parce que c'est les Afro-Africains américains qui ont fait ça. Et d'autres aussi, antillais même, et qui sont des inventions qu'on utilise dans le quotidien. Il y a des exemples probants. Alors à ce moment-là, c'est réellement a journey, I'm going to say in English. C'est quand même une randonnée exceptionnelle de pouvoir dénicher, défricher, puis de se rendre compte que, hey, il y a eu des Noirs qui ont créé les lumières au coin de la rue, qui ont créé des guitares, qui ont créé des différents savons, qui ont créé le beurre d'arachide, etc. Alors, wow! Alors, je pense que pour nous autres même, qu'on n'a pas enseigné ça à l'école, c'est une grande découverte. Et naturellement, pour notre jeunesse, pour relever le défi de leur donner réellement de savoir au point de vue identitaire, dont tu as parlé aussi, au point de vue identitaire, c'est très important, puis de l'estime de soi de nos jeunes, puis de nous-mêmes. De nous-mêmes, même encore à mon âge. Ben, je te jure que je l'aurais peut-être pas eu aussi dur, ou en tout cas, j'aurais moins rougi à certaines époques d'avoir grandi au Québec. Alors moi, je suis un gars qui a grandi au Québec. Juste pour revenir, je fais un peu du coq à l'âne par rapport à ta première question. J'ai grandi dans des milieux extrêmement francophones et extrêmement blancs, si on peut dire, en étant le seul noir. En étant, ça fait que, comme ça arrivait souvent, on était souvent, encore aujourd'hui, là, la première noire, le premier noir, on entend encore beaucoup ça, trop souvent, mais alors, c'est ça, j'ai grandi quand même dans un Québec très blanc, sur la rive sud, j'ai été adopté. Par des gens très, très bien. Mes parents ont fait, qui eux autres même venaient de l'Europe, tout ça, de pays d'Europe, entre autres la Hongrie et la Suisse. Mais on peut dire réellement de partir à la découverte de qui suis-je en tant que Noir, de partir à la découverte de qui nous sommes en tant que Noirs ici au Québec, et puis de façon globale. L'apport, l'implication. L'apport, l'implication, les embûches, pour mieux comprendre même pourquoi est-ce qu'on est
comme qu'on est. Pourquoi est-ce qu'on... Tu sais, puis de voir un peu le chemin qui reste à faire. Je pense que c'est merveilleux. En tout cas, pour moi, c'est une richesse parce que ça peut expliquer beaucoup, même les carences. Ça peut expliquer aussi... on parle souvent du traumatisme post-esclavage, qu'on est dedans pareil. Moi, j'en parle tout le temps. Tu sais, les gens, ils te regardent en me disant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est ça pareil, qu'on ait des enfants qui viennent de là, puis que le trauma est encore vécu d'une façon ou d'une autre. Surtout par les médias, parce que moi, je remarque que les médias, c'est toujours eux autres qui vont diviser. C'est toujours eux autres qui vont faire en sorte, toujours mettre la couleur de peau en avant-plan. Pourtant, ça ne devrait juste pas exister, tout simplement, point barre. Je suis d'accord avec toi. Il y a certains endroits dans le monde, je pense que ça existe beaucoup moins. Tu vois, au Brésil, je ne sais pas si... non, c'est pas pareil, c'est ça. Tu sais, le colorisme peut-être existe quand même. Là. Je pense que... Tu sais, les gradations de couleurs puis toutes les chicanes là-dessus, ça peut exister. Mais effectivement, avec le melting pot de gens qui sont métissés, si je peux dire, ça ne devrait plus être une question. Mais dans nos pays, que les commandes viennent encore finalement de ceux qui ont colonisé la place, ça semble être encore très important de défendre ou de reconnaître justement ce premier noir, cette première noire, nous sommes blancs, etc. Je sais pas. Écoute, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, mais moi, comme je dis, je prétends de dire que ta couleur est finalement pas une finalité pour expliquer qui es-tu réellement. Je pense qu'à nos jeunes noirs, puis à tous les jeunes, on essaye de leur dire que finalement, c'est pas une finalité, ta couleur. Oui, c'est sûr que c'est un dénominateur commun, entre autres, qu'on peut avoir entre nous tous. Puis du matin au soir, on vit certaines choses qu'on voit très, très, très bien. On parle de racisme systémique, on parle de certaines formes de discrimination, tout ça qu'on vit même au quotidien, puis qu'on est comme habitué, qu'on s'en fait même pas, mais que finalement, tu es plus quand même que ça. Exactement. Et c'est ça que vous démontrez au travers des lauréats que vous choisissez. Comment vous choisissez pour le mois d'Histoire des Noirs les lauréats en tant que tels? Comment que les gens, dans le fond, est-ce que c'est les gens qui vont mettre des gens en avant-plan, dire que oui, moi, je pense qu'un tel devrait être... Comment vous choisissez, dans le fond, vos lauréats? C'est un processus. C'est un processus par comité. Les gens ont à peu près, je te dirais, une fenêtre à peu près 2 mois pour envoyer des candidatures. Fait que là, c'est la bonne période maintenant. Tout à fait. Je pense que ça vient juste de se refermer pour les candidatures, pour les lauréates. Et à ce moment-là, le comité, en l'occurrence, le conseil d'administration, des membres, certains membres du conseil d'administration, avec des recommandations de l'équipe de travail aussi, au moins, regarde de très, très près les nominations qui nous sont faites. Et à chaque année, on choisit environ, vu qu'on y travaille plutôt d'après notre calendrier, qui est quand même un calendrier qui est fait sur l'année. Alors, c'est à peu près, il y a 12 mois représentés. Wow, alors, il peut y avoir soit 12 lauréates, ou en tout cas 12, parce que ça a déjà été même certains organismes dans la communauté noire qui ont déjà été honorés par les années passées. Mais en principe, c'est 12. Puis même, il y a eu... comme un modèle plus âgé avec un modèle plus jeune. On a même eu ça, des setups comme ça. Ça fait que, mais c'est ça, c'est le comité qui fait le travail. Alors, on devrait reconvenir de ce travail dans les jours qui s'en viennent pour aller vers ensuite les photos d'usage qui vont être dans le calendrier et tout le reste, inviter les lauréates au lancement, le premier, etc., etc. Pourquoi le mois de février? Moi, je suis une femme haïtienne, je viens des Caraïbes. Pourquoi en plein hiver? Est-ce que c'est le gouvernement qui a décidé ça? Puis aussi, est-ce que le mois d'Histoire des Noirs, c'est vraiment juste au Québec ou c'est un peu à l'international ou un peu partout dans d'autres pays, dans la même période de février? Beaucoup de questions. Je vais y aller avec la dernière. Je sais qu'en Angleterre, il me semble que c'est au mois d'octobre. OK, parfait. Ce qui veut dire que c'est pas partout pareil. Aux États-Unis, effectivement, l'idée même du mois d'Histoire des Noirs vient de Carter J. Woodson, le professeur qui a commencé avec une semaine
d'histoire, qui voulait de façon académique, puis voulait démontrer justement ces contributions-là et démontrer tout ce que les Noirs amenaient aux États-Unis, amenaient dans l'univers, ou dans, si je pourrais dire, dans la vie de tous les jours aux Américains et Américaines. Alors, il avait décrété une semaine de l'histoire des Noirs. Okay. Alors, et il avait choisi à ce moment-là pour, entre autres, faire un clin d'œil à certains grands comme Frédéric Douglass, qui serait né au mois de février, qui est un grand abolitionniste, un écrivain, quelqu'un qui a réellement marqué pour l'avancement des Noirs. Je pense aussi, entre autres, au père un peu de l'émancipation, le président Abraham Lincoln aussi est né là. Alors c'était pour faire... C'est dans cette optique-là que et ensuite, aux États-Unis, on a pu, dès les années 70, je pense que sous la présidence de Jimmy Carter, on a reconnu, on a officialisé le mois de l'histoire des Noirs. Okay. Et ensuite, au Canada, c'est la sénatrice Jean Augustine qui en 92 a décrété aussi que le mois de février deviendrait le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Tout de suite, Montréal a su le reconnaître parce que déjà, il y avait une pétition. Tu sais, à Montréal... on est chaud. On est chaud. Je te jure que les membres des communautés haïtiennes, les leaders et des communautés anglophones qui ont été précurseurs ont été voir le maire Jean Doré à l'époque. OK, parfait. Et ont travaillé réellement pour faire adopter que le mois de l'histoire des Noirs, parce que dès 92, parce que nous autres, on en est déjà à notre 31e. Oui, 32e qui s'en vient. 32e? Oui, 32e qui s'en vient. Et à ce moment-là, dès 92, il y avait déjà quelque chose sur le mois d'histoire des Noirs à Montréal. Excellent, bravo. Et puis ensuite, la Ville a fait passer ça. Entre Jean Doré et Pierre Bourque, là, il y avait vraiment un intérêt. Et finalement, Québec, en 2006, naturellement, avec le pushing de... ça traîne un petit peu la patte au Québec, mais quand même. grâce, entre autres, à Mme Yolande James aussi. D'autres de ses collègues ont aussi officialisé que... Je pense en 2007 est arrivé que, oui, Québec reconnaissait le mois de l'histoire des Noirs pour toute la province. Excellent. Écoute, André, est-ce que tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît, pour donner un petit aperçu d'une entrevue que Michael a fait dernièrement? Je suis désolée. On est en 2022, on est encore en pandémie, malgré nous. Parlons un peu des difficultés qu'a été de mettre en œuvre cette année le mois de l'histoire des Noirs, en sachant qu'on est dans la circonstance actuelle. Oui, c'est, comme on va dire, comme toutes les autres entreprises, petites, moyennes et grandes, si je peux dire. On a joué au yo-yo beaucoup cette année avec les différentes mesures qu'on devait adopter à un moment ou à un autre. On espère que le pire est derrière nous, qu'un nouveau vent de fraîcheur va venir pour que les gens puissent finalement un peu plus se rencontrer. Bon, on dirait que ce mois-ci encore, on va être un petit peu avec le virtuel, auquel on s'est très, très habitué. Alors, c'était, on le fait-tu comme ci, on le fait-tu comme pas comme ça. C'est comme je dis, beaucoup d'autres événements ont dû se poser les mêmes questions, ont dû reformuler comment ils allaient partager ou communiquer ce qu'ils avaient à présenter. La nouvelle norme, c'est le virtuel. J'espère pas que ça va durer tout le temps, parce que l'être humain a besoin de se voir, de sociabiliser, de toucher, de voir des vrais sourires, pas juste dans un écran. Alors, on s'est adapté, on continue à suivre les consignes qu'on nous demande, mais on espère que les gens vont quand même profiter des très belles activités qu'on va leur présenter, surtout en virtuel, mais peut-être qu'il y en a une couple que ce sera en présentiel. Il faut aller voir naturellement sur le www.moishistoiredesnoirs.com. Les gens peuvent voir les activités qui auront lieu cette année encore, en 2022. De retour en studio, les amis, écoutez, on a du fun. On parle, oui, exactement, on parle hors honte parce que André a été à la même école que Michael ici. C'est quoi le nom de l'école, André, encore?
Le séminaire de la Très Sainte Trinité. Excellent. Donc, Saint-Bruno. c'est vraiment, vraiment génial d'avoir des... Le monde est petit, c'est ça qui est brillant fait, quand au même. Québec, là. Écoutez, mon cher, est-ce que le mois d'Histoire des Noirs est subventionné quelconque ou c'est vraiment... oui, vas-y. Oui. Par plusieurs... Oui, des partenaires privés, genre de la communauté afro-haïtienne, africaine, ou vraiment gouvernement ou quoi que ce soit? C'est d'abord, premièrement, en décrétant le mois d'Histoire des Noirs, là, je t'ai parlé des 3 paliers, ils se font un devoir de participer Parfait. financièrement à un moment ou à un autre pour nous. Ça revient chaque année. Des fois, il faut courir après. OK. Mais je veux dire, non, ils sont quand même c'est de bonne guerre. Montréal, Québec, Ottawa, c'est participent. Il y a tout le côté discrétionnaire aussi des politiciens auxquels on peut faire affaire avec les fonds de tiroir. Quelques demandes, oui, exactement. On fait des demandes. Dans le privé, il y a aussi l'institutionnel qui participe aussi au montage financier, qui voit un intérêt. On a entre autres la Banque TD depuis quelques années est avec nous, que tu sais que la TD est All Canada, puis supporte énormément les initiatives des communautés diverses. Ils en sont vraiment chapeau à eux. Puis on a d'autres partenaires. Justement, je peux mentionner Emma Québec, avec qui on fait la collecte de sang, qui reviendra le 11 février au CEDA, puis que ça va être sur rendez-vous. Alors, appelez-nous, puis on va vous informer comment, parce qu'on aimerait bien ça que ça soit un gros succès, cette journée-là, entre autres. Donc, alors, est-ce que le partenariat est dû au fait que si les gens y viennent, vous allez avoir un montant d'argent ou c'est tout simplement... Emma Québec participe financièrement aussi. Alors, oui, c'est sûr qu'ils aiment bien savoir qu'on fasse nos devoirs pour que le monde se déplace. Puis, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même donner de notre sang dans les communautés noires. C'est pas évident, comme tu sais. Ça peut être tabou, mais c'est pour ça que je le mousse un peu ici ce soir. 11 février, c'est un rendez-vous au CEDA, au 25-15 de Lille. N'oubliez pas cette date. Alors, y a-t-il une heure précise? À quelle heure? D'habitude, on débute dès 10 h le matin jusqu'à 4 h de l'après-midi. Excellent. En principe. C'est qu'il y a plusieurs partenaires. Ça peut arriver, oui, des donateurs privés, institutionnels. Ça peut varier d'année en année aussi. Il y en a qui embarquent plus une année qu'une autre. Parfait. Mais est-ce que tu crois que la communauté en tant que telle, la communauté haïtienne ou africaine, devrait soutenir le mois d'Histoire des Noirs? Tu veux dire les individus ou carrément les organismes? Les organismes, les individus, les gens d'affaires de la communauté haïtienne ou africaine, est-ce qu'ils devraient, de leur côté, parce qu'à un moment donné, les subventions, ça peut s'arrêter, right? Est-ce que ça serait pas plus intéressant de vraiment inviter la communauté à se soutenir au travers à soutenir le mois d'Histoire des Noirs? C'est souhaitable. Je ne peux pas te répondre négativement. Je veux dire, puis il y en a parfois. C'est pas toujours évident. On est dans les communautés noires de faire des dons. Tu sais, les philanthropes, ça traîne pas les roues chez nous. Malheureusement. Mais je te dis oui, c'est tout à fait encouragé. S'ils trouvent un projet solide, c'est un projet qui leur plaît, on les invite naturellement à rentrer en contact avec nous. Puis on va regarder ce qui arrive souvent dans les communautés noires ou même universitaires. On a beaucoup de liens avec nos universités, surtout du côté anglophone. Alors j'envoie même, je lance à l'Université de Montréal, puis à l'UQAM, puis les autres, d'emboîter le pas. On aime bien ça, travailler en partenariat. Ça fait que ça peut se transférer. C'est pas tout le temps, oui, l'argent, on en a besoin, puis on peut être plus fort pour monter nos projets, puis tout ça. Mais juste de faire des partenariats, de projets, que ce soit avec des musées comme on le fait, que ce soit avec des maisons de culture, que ce soit avec des universités. Et puis avec le consulat américain, on a travaillé à plusieurs années. Alors oui, il peut y avoir des groupes intéressés comme ça qui nous approchent, puis on travaille ensemble. C'est plus de travailler un projet. Puis à ce moment-là, de part et d'autre, ils vont participer. Puis nous autres aussi, on a une mission, vu que le projet, il va mousser, il va faire la promotion de qui nous sommes, bien à ce moment-là, c'est sûr que nous autres aussi, on y met de l'argent. C'est notre devoir.
Noirs. Alors, mais j'invite certains contribuables dans nos communautés noires Exactement, de participer, à s'impliquer financièrement. si ça leur tente, oui. Oui, exactement. Mais je crois, pour moi, je lance vraiment l'appel pour qu'ils s'impliquent, pas que si ça vous tente, mais de vous impliquer concrètement parce que on a besoin de faire ressortir la communauté, qu'elle soit africaine, haïtienne. Il y a une contribution dans l'économie qu'on met à travers le Québec, surtout à Montréal. Donc, c'est important que la communauté s'implique financièrement parlant. Qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas si tu avais vu dernièrement, il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé là-dessus concernant Justin Trudeau et le blackface. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça au point de vue d'un premier ministre qui agit de cette manière-là? C'est quoi ton opinion quand tu as vu ça? Radio-Canada m'avait interviewé là, à l'époque, et puis moi, je me rappelle bien, je comprenais pas pourquoi on avait monté. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que je comprenais pas trop pourquoi on avait monté ça en fil en aiguille quand il y a tellement d'autres problèmes à résoudre dans nos communautés par rapport à tellement de choses. Effectivement, le message, pour certains, est très négatif. Il y en a qui étaient très, très déçus. Ouais. Surtout certains jeunes noirs étaient très déçus de la performance de M. Trudeau. Moi, bon, comme je veux dire, comme je te dis, moi, c'était plutôt essayons de régler. Il y a tellement d'autres choses, d'autres enjeux que M. Trudeau devrait regarder. La violence armée, de nos jeunes noirs, la surreprésentation des Noirs dans les prisons. Je t'ai parlé du post-traumatic slave syndrome, de regarder ces choses-là. Et je concède quand même que le Parti libéral et M. Trudeau ont quand même mis beaucoup d'argent au bénéfice, support aux Canadiens noirs, qu'on connaît, que plusieurs d'entre nous ont pu aller chercher des subventions. Chose que j'ai jamais vue des autres. J'ai jamais vu ça encore des conservateurs. On verra, chacun on verra au lendemain. Mais ce que, écoute, je veux dire, blackface, c'est pour moi, c'est désolant. Il n'avait pas catché ces choses-là. Est-ce qu'il les a plus catchés aujourd'hui? Moi, je crois pas, là. Exactement. Mais c'est ça que je pense. Moi, je trouve qu'il y a d'autres choses plus pressantes pour l'administration qui est au pouvoir, là. On s'entend que toute la loi 21, si je pourrais te nommer, je m'en vais au Québec là, avec le gouvernement. Moi, je trouve ça aberrant aussi, la loi 21, entre autres. Pour moi c'est une... Qu'est-ce qui est aberrant pour toi là-dedans? Je pense qu'avec le temps, ça ne marchera juste pas. Puis on voit que d'autres provinces, ils disent à ceux qui portent quelque chose qui semblerait être qui fait leur fierté, mais aussi qui a une portée religieuse. Ils disent viens-t'en. Au Manitoba, ils disent viens-t'en. Ça fait que, tu sais, comment longtemps que le Québec va pouvoir se permettre de perdre ce talent-là de ces dames et de ces hommes qui, moi, j'en reviens pas. Ça fait que ça en est des dossiers que c'est pour que ça vous allez en parler, là? Ben, non. Mais quand tu vas pas nécessairement, mais vu que tu m'amènes le blackface, je te dis que la loi 21, pour moi, ça passe pas pantoute. Est-ce que le racisme, d'après toi, est encore présent au Québec? Ben oui. OK. Parce que Legault, il dit comme ça n'existe pas, il n'y a pas de racisme systémique, il n'y a pas de profilage racial, puis c'est pas vrai. Fait que en tout cas, pour moi aussi, ça existe 100%. Mais c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Bien, mon opinion, c'est que le système est tellement... Premièrement, peut-être pour les gens qui sont dedans, puis sont au pouvoir, puis c'est eux autres, peut-être qu'ils peuvent mal se voir, puis mal voir comment ce système-là est bien aiguisé, bien affûté, et puis il dure depuis si longtemps que il faut le déconstruire, puis que ça prend du temps, puis on a l'impression, puis pour reconstruire autre chose. Puis c'est un peu à nous de faire cette reconstruction-là, justement, les groupes qui se sentent discriminés, qu'on prenne notre place, mais les exemples, pour moi, sont probants d'injustice et de discrimination, même au quotidien.
Il y a encore trop de choses qui sont... tu vois que c'est des valeurs... On a peu de place encore. Puis je pense que dans l'unité aussi, on va peut-être pouvoir changer certaines choses pour avancer. Mais il y a un système en place qui fait en sorte que les décisions, les décideurs, on le voit avec moi je travaille beaucoup, je suis médiateur urbain, je suis directeur de maison de jeunes. C'est que toute la question de la police puis de toute la violence armée, moi je suis dedans. Là. Ça fait que, c'est qu'à un moment donné, là, je m'excuse, là, ça se peut pas que la police ait toutes les réponses pour répondre justement. Même dans les quartiers défavorisés, Exactement. dans les quartiers avec des fortes concentrations de jeunes noirs, puis que ce soit les policiers qui viennent aussi travailler en prévention. Moi, j'arrête pas de le dire sur toutes les plateformes. C'est d'inviter l'agresseur directement dans ton terrain. You know what I mean? Ça fait pas de sens. Ça fait que dans ce sens-là, je travaille aussi, puis je leur dis, puis on dirait que c'est un peu un gouvernement dans le moment qui croit que la police ne peut pas régler tous les problèmes. Non, ça se peut juste certain, pas. Oui, ils ont un devoir de répressif, ils ont un devoir aussi d'éducation parfois, de par le fait même sur les lois, puis sur comment est-ce qu'ils opèrent, mais par rapport à justement à comment que les Noirs ont été traités, entre autres par certaines instances judiciaires et aussi policières, etc. Je crois disons que c'est pas fait. Il y a une certaine injustice, c'est sûr et certain. Mais même dans le domaine public, on le voit que les gens encore rapidement, ben c'est sûr, tu es un noir, ben c'est sûr, tu es un blanc. Comme tu as dit tout à l'heure, la couleur joue encore un grand rôle dans nos sociétés. Mon cher, et puis on y participe quand même. Nous autres aussi, on en tient compte, les Noirs. C'est pour ça que je te dis, arrêtons de nous battre, entre autres aussi, puis unissons-nous un petit peu plus, puis on va peut-être pouvoir avancer, mais on s'entend que c'est divisé pour mieux régner. Exactement. L'idée, c'est vraiment s'unir pour régner. C'est dans cette direction-là qu'on devrait aller. C'est dans cette direction qu'on devrait aller. Écoute, mon cher, j'aimerais, l'avant-dernière question, c'est de savoir comment toi, de ton côté, pour le 2023 qui s'en vient, pour le mois d'Histoire des Noirs, est-ce que tu peux nous donner genre une ou deux lauréats qui vont être là, le programme qui s'en vient pour le moment, ou vous gardez ça pour décembre? Là? Pour décembre, janvier, février plutôt. Oui, c'est ça. Oui, parce que les décisions ne sont pas finalisées du tout. OK, parfait. Loin de là. On ne peut pas avoir un petit scoop là, Ben là, je t'en ai donné sur Emma Québec. Okay, déjà, parfait. il y a le 11 février. Les lauréats. Le reste, je ne peux rien confirmer. Non, les lauréates, quand même que de toute façon, je ne le ferai pas, mais ils ne sont pas choisis. Ils ne sont pas choisis, alors ça va venir vraiment plus... ça va venir au moment que ça va venir, ça veut dire au dévoilement. Qui va être soit à la conférence de presse. Parfait. Je crois que c'est le 25 janvier, là, la conférence de presse, mais à vérifier. Excellent. Alors, je ne peux pas trop t'en dire plus. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est 28 jours, que c'est court, il fait froid. Puis, juste pour revenir à tout à l'heure, finalement, oui, l'été, les Noirs, on est pas mal plus, tu sais, on est plus sortant, on est plus sorteux. Puis le mois d'août aurait pu être choisi parce qu'on s'entend, Emancipation Day, le 1er août, la première république haïtienne qui s'est levée, tu sais, un 22 août, 23 août, 24 août. Alors, effectivement, mais en même temps, moi, ce que je trouve de pas pire, oui, février, c'est ça à glace, puis effectivement, c'est pas évident, mais ça démontre ce que ça démontre, entre autres, parce que pour passer à travers ce qu'on passe, puis ce qu'on a passé, les Noirs, bien, ça prend beaucoup de résilience. Ça fait qu'on s'entend qu'à chaque février, là, tous les Québécois, tous les Montréalais, tout le monde au Canada, ça prend de résilience. C'est que ça va dans ce sens-là que le mois d'Histoire des Noirs, hey, on va passer à travers le mois de février. Il n'y a rien à notre preuve. Exactement. You said it. Ça serait quoi ton souhait pour le mois de l'Histoire des Noirs dans les 5 prochaines années à venir, peut-être, là? Ton souhait idéal, vraiment le summum pour toi? Je pourrais dire peut-être, il y a déjà des choses qui sont faites, il y a déjà des plateformes pour fédérer finalement
toutes les tables rondes, toutes les tables de concertation qui travaillent le mois d'Histoire des Noirs au Québec. Parfait. Puis on a eu l'année passée la chance de rencontrer une douzaine en ligne. On a fait un très, très beau, une conférence en ligne l'année passée avec plusieurs partenaires partout, dans les cantons de l'Est. Imagine-toi Brillant. cette île. Marie-Jeanne, Bravo, tu sais, bravo. wow, c'est amazing. Tu veux le savoir, qu'est-ce que ça mange? Comment tu fais pour promouvoir l'histoire des Noirs à Sept-Îles, Ouais. puis etc., dans Gatineau, puis etc. Puis c'est que c'est en train de tout germer, puis c'est en train de prendre Brillant. forme partout Parfait. au Québec, au Lac-Saint-Jean, à Mauricie, à Laval, etc. Alors, c'est de continuer à fédérer, puis de travailler ensemble, puis de Bravo. finalement pousser ensemble, puis de reconnaître que, parce qu'on parle de Noirs en région, puis à ce moment-là, ça démontre aussi qu'il y a des Noirs en région qui font des choses, puis qui contribuent dans Exact. chacune des régions du Québec. Puis ça, je trouve ça phénoménal. En tout cas, ça fait que de fédérer ça, puis de continuer à avancer ensemble, de se parler, puis de faire parfois des choses ensemble. Moi, je trouve ça que c'est déjà, ça serait un Je suis bel... 100% d'accord avec toi parce que plus que les gens vont, ça va être fédéré partout à travers le Québec, plus que le racisme va tomber parce que les gens vont apprécier la culture et ça va plus être un échange et un partage. Écoute, mon cher, j'aimerais que peut-être que tu regardes pour les gens pour leur dire comme ça, s'ils veulent participer ou de faire un don ou quoi que ce soit, tu peux les inviter pour le mois d'Histoire des Noirs qui s'en vient en 2023. Ben, c'est toujours au www.histoiredesnoirs.com, si je ne m'abuse, que peuvent rentrer, entre autres, pour voir notre site web, trouver les numéros de téléphone, puis trouver les coordonnées de ceux qui pourraient les guider, justement, s'ils veulent faire un don. Ceux qui ont déjà été lauréates pour les années passées, on est fiers de vous avoir eu. Et on compte aussi sur vous pour continuer à être les ambassadeurs, les ambassadrices pour la continuité de montrer ce que c'est que l'histoire des Noirs à travers le Québec, etc., à travers le Canada. Alors, on invite tout le monde à participer. Puis, justement, la population, de façon générale, ça vous appartient aussi parce que l'histoire des Noirs, c'est pas une histoire cachée seule. Elle est entremaillée, justement, par les faits et les choses qui nous sommes arrivées, et souvent en lien avec tout le reste du monde. Alors, j'invite toute la population à participer et ayez un bon mois d'Histoire des Noirs 2023. Peace and love. Yes, merci beaucoup, mon cher. Reste avec moi si ça ne te dérange pas. Donc, je tiens absolument à te remercier, Michael, de ta présence. C'est vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé notre échange. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, bravo aussi pour ton implication que tu fais. Et bien évidemment, j'invite toute la population montréalaise, québécoise à participer au mois d'Histoire des Noirs. C'est extrêmement important. Si vous voulez avoir de l'information, vous pouvez me contacter aussi. Je vais m'assurer de faire le lien avec le mois d'Histoire des Noirs, tout simplement. Donc, j'aimerais savoir, mon cher ami, si tu vas rester pour le serment de fidélité. Est-ce que ça te convient ou ça va aller? Oui, excellent, avec plaisir. Parfait. Donc, est-ce que tu es prêt, mon cher André? On n'a pas d'événement annoncé cette semaine. Fait que tu peux juste te lever, peut-être mettre le micro dans ta poche, si tu peux. Puis prendre le drapeau. Puis moi, je vais aller. Bien évidemment, on invite les gens pour la souveraineté de me contacter à 100%. On donne des formations, on fait des conférences. Donc, je vous invite à m'appeler au 1-888-231-4278 à cet effet. Donc, André, tu es prêt? Tu me le dis quand tu es prêt? Donc, je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, qu'il flotte désormais sur l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la quête à Pierrot, de la butte Charrier et de la Vertière qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. Yes, sir! Donc, on se voit la semaine prochaine, André? Oui. Excellent. À 5 h, mercredi, la semaine prochaine à 5 h. Merci, André, d'avoir été là, d'avoir été un producteur exceptionnel. Passez une excellente soirée, la gang. Partagez en masse et participez au mois d'Histoire des Noirs. Merci à Michael Facaz d'avoir participé aujourd'hui. Bye tout le monde! C'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès, mes amis, mes amis. Mes amis, DJ Tax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma bitch, qu'est-ce que tu sais?
Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal au légal.